La question inaugurale donc, de ce domaine numéro 1, la réflexion philosophique, nous choisirons volontairement de la fixer autour de la problématique de la philosophie elle-même. Une manière de dire que la question par laquelle nous démarrons ces travaux avec vous portera sur ce que nous avons l'habitude d'appeler la question des questions, mais qui n'est autre que la question « qu'est-ce que la philosophie ?» Vous le savez très bien, c'est une question aussi bien redoutable que redoutée. Parce que c'est une question, vous le savez déjà, à laquelle il est généralement rigoureusement impossible d'apporter une réponse précise. Mais répondre ou se donner pour projet de répondre à la question « qu'est-ce que la philosophie ?» reviendra de toute manière à opérer un exercice de traçage des frontières. Parce que vous le savez très bien, toute idée de définition est solidaire d'un tracé des frontières. Toute idée de définition en appelle forcément à une délimitation, véritablement à un champ de clôturation. Et donc, si répondre à la question « qu'est-ce que la philosophie ?» c'est dire où commence et où s'arrête la philosophie, vous le savez très bien, lorsque nous procéderons plus tard à un effort de comparaison entre la philosophie et les autres disciplines, nous montrerons en quoi, effectivement, la philosophie ne saurait être enfermée, mais dans les limites d'une définition rigoureuse. Nous avons l'habitude de dire qu'on nous réveillerait à n'importe quelle heure du matin ou de la journée pour nous demander de parler de l'art, de l'état, de la liberté, nous serions fort aises. Mais vous le savez très bien, qu'on le veuille ou non, dès que l'heure vient précisément de répondre à cette question, qu'est-ce que la philosophie, nous sommes installés dans un sentiment de malaise, de gêne et même d'inconfort intellectuel. Vous seriez parfaitement autorisé à vous dire, mais d'où viendrait ce malaise, cet inconfort intellectuel à dire ce qu'est la philosophie, surtout de la part de gens, mais qui sont dans la discipline en termes d'enseignement depuis un certain nombre d'années. Eh bien, nous répondrions à ces gens-là que justement c'est un handicap en philosophie que d'être à l'intérieur de la philosophie et de pouvoir se demander, mais justement, qu'est-ce que la philosophie? Parce que se poser cette question-là, et comme nous avons dit, tenter de donner les moyens d'y répondre de façon rigoureuse et de façon bornée reviendrait à avoir la prétention de pouvoir circonscrire la philosophie, mais dans un champ bien déterminé. Or, c'est de ça que nous avons dès le départ que c'est une mission absolument impossible. On pourra invoquer de nombreuses et même une infinité d'arguments pour dire en quoi la philosophie, contrairement aux autres disciplines, ne se laisse pas aisément définir. Les autres disciplines, elles se laissent facilement définir. Pourquoi? Parce que vous le savez, chaque science particulière aujourd'hui s'est spécialisée dans l'étude d'un aspect et de cet aspect unique de la réalité. Et c'est pourquoi toutes les autres disciplines, dans la mesure où elles n'ont qu'un seul et unique objet d'étude, se laissent facilement et aisément, encore une fois, embrasser et capturer à l'intérieur d'une formule rigoureuse. Mais la difficulté à dire les pourtours et les contours de la philosophie, l'impossibilité à énoncer une formule qui capturerait la philosophie du point de vue de son sens, est liée fondamentalement à trois raisons essentielles. Vous l'avez compris? La première raison, c'est que la philosophie, si elle est un discours, c'est un discours total. Si la philosophie est une pensée, c'est une pensée de la totalité. Et dans tous les cas, discours total ou pensée de la totalité revient à montrer l'impossibilité d'assignation à la philosophie d'un objet d'étude qui lui soit propre. Elle tente, la philosophie, de capturer et de saisir et de comprendre. Et de comprendre quoi? Mais toutes les dimensions et toutes les manifestations de l'existence humaine. Et à partir du moment où, dans son jaillissement originel, la philosophie, telle que pratiquée par les anciens Grecs et se poursuivant jusqu'à nous, est une volonté de saisie rationnelle, intuitive des différents aspects et de toutes les manifestations de l'existence, nous nous trouvons devant l'impossibilité d'assigner à la philosophie un seul domaine de réflexion, et devant cette impossibilité d'assigner à la philosophie mais un seul objet d'étude, il va de soi qu'on ne pourra jamais dire quelle est étude de ceci ou étude de cela, mais encore une fois, tentative de compréhension de la totalité de l'expérience humaine, ce qui, de manière définitive, rend impossible toute clôturation de son champ. Nous l'avons dit en précisant donc que s'il n'y a pas d'objet d'étude proprement philosophique, il n'y avait, nous l'avions déjà dit dans nos premiers entretiens, qu'une façon, cette fois-ci proprement philosophique, d'envisager des objets d'études différents. La deuxième raison, c'est que la philosophie
Quand nous disons philosophie, nous trahissons déjà la philosophie elle-même. Une manière de dire en termes plus simples que dans la réalité, la philosophie ne se présente pas, mais sous la forme d'un seul et unique système de pensée. Dans la réalité, nous n'avons pas une philosophie, mais nous avons des philosophies. Et si dans la réalité, nous n'avons pas une, mais plusieurs philosophies, vous êtes apte à comprendre et à être d'accord avec nous qu'il n'y aura pas une définition, mais plusieurs tentatives de définition de la philosophie. Ce qui débouche sur la troisième raison, qui montre très clairement que l'obstacle le plus décisif en réalité à la définissabilité rigoureuse de la philosophie est lié au fait, comme dirait Emmanuel Kant, qu'elle ressemble globalement à une arène où des gladiateurs se livrent à des combats sans merci, mais surtout au terme desquels, de ces combats-là donc, il n'y a jamais ni vainqueur ni vaincu. Une manière de montrer que l'obstacle le plus décisoire à la définissabilité de la philosophie, c'est que dans le fond, la philosophie, elle n'admet pas de consensus et en tant qu'elle est gouvernée par la querelle, par le désaccord, il va de soi que nous aurions, je dis bien presque, autant de définitions, mais que de systèmes ou bien que simplement d'auteurs. Et à partir du moment où on aurait presque autant de systèmes philosophiques que de tentatives de définition, vous comprendrez que ces trois raisons-là font qu'en réalité, contrairement aux autres disciplines, la philosophie sera rigoureusement indéfinissable. Je rappelle ces trois raisons. La première, l'absence d'objet spécifique qui rendrait possible une clôturation du champ de la philosophie. La deuxième, le fait que la philosophie est gouvernée par la pluralité de ces systèmes. Et la troisième, liée au fait que la philosophie, si elle est indéfinissable, c'est qu'elle est gouvernée non pas par l'accord et par le consensus, mais par la controverse et simplement par la divergence. Mais ces trois raisons, en fait, se résument, à mon avis, au fait que si la philosophie est activité de réflexion, on est obligé de montrer qu'elle est d'abord et avant tout une activité personnelle. Parce que vous êtes d'accord avec moi que chaque philosophe donnera à la philosophie une définition selon l'orientation qu'il donne à sa propre pensée, mais également, de manière générale, selon ce que les Allemands appellent sa Weltanschauung, ça veut dire sa vision du monde. Et à partir du moment où la philosophie, elle est profondément imprégné de subjectivité individuelle. Vous êtes d'accord avec moi que c'est cette dimension de profonde personnalité de la philosophie qui, pour le reste, rend impossible sa définissabilité de façon rigoureuse, en tout cas dans les mêmes termes que ce qui est valable pour les autres disciplines. Vous rappelez souvent de la belle invocation nietzschéenne, qui a été l'un des premiers à montrer qu'on perdrait de toute manière son temps à définir la philosophie. Parce que Nietzsche est l'un des premiers à montrer que de toute manière, le philosophe, il écrit avec son sang, il dit je, et lorsque Nietzsche enseigne que le philosophe il écrit avec son sang, S-A-N-G, c'est pour ajouter que ceux qui écrivent avec leur sang, justement, ont la particularité de ne pouvoir être ni imités ni copiés. Et à partir du moment où chaque philosophe écrit avec son sang, Nietzsche ce qu'il enseigne et qui est véritablement la source de toute philosophie, c'est que la philosophie elle procède du parricide. Ça veut dire simplement quoi? Que ce n'est qu'en tuant son maître que l'on pourra accéder soi-même au domaine propre de la philosophie. Et à partir de cette dimension de profonde personnalité, faisant montrer à Nietzsche très clairement qu'en philosophie il n'y a pas de chemin, qu'il n'y a qu'un chemin, c'est celui de celui qui cherche à se guider dans les dédales, mais sinueux de ce labyrinthe de la philosophie, il va de soi encore une fois que cette dimension de profonde personnalité résume les trois raisons que sont, je rappelle une dernière fois, l'absence d'objet d'étude propre, la pluralité des systèmes et la non-convergence des points de vue. Mais à partir du moment où nous avons dit que la philosophie, elle est personnelle, ce qui rend impossible sa définition sera une manière d'ajouter quoi? À partir du moment où la philosophie, on ne peut pas dire directement ce qu'elle est, c'est une démarche coutumière aux professeurs de philosophie et à la philosophie elle-même que donc de renoncer à dire ce qu'elle est pour tenter, à partir en tout cas de son approche étymologique, de dire ce qu'elle n'est pas. Qu'est-ce que n'est pas la philosophie, chers élèves, chers étudiants? Je n'ai pas besoin d'insister outre mesure, cela est réglé, nous l'avons dit, par l'étymologie même du mot philosophie. Chacun d'entre vous sait que dans philosophie, nous avons un préfixe et un suffixe. Le préfixe philo et le suffixe sophie. Philo viendrait du grec philène, que l'on traduit par aimer, désirer. Sophie viendrait du grec sophia, que les anciens Grecs traduisaient, on l'oublie nous modernes, par deux termes, par le savoir et la sagesse. Et donc si étymologiquement, littéralement, la philosophie désigne
le fait de désirer le savoir, le fait d'aimer le savoir ou la sagesse. Donc, étymologiquement, la philosophie ne sera rien d'autre mais que l'amour du savoir et l'amour de la sagesse. Mais justement, parlant d'amour, jeunes gens, vous savez très bien que l'amour est toujours symptomatique d'un manque, d'un vide et d'une absence. C'est Platon qui le dit et ça fonctionne sous le mode de l'évidence. Lorsqu'on dit de la philosophie qu'elle est amour et que l'amour est révélateur ou révélatrice d'un vide, d'un manque et d'une absence, mais ça veut dire très clairement que nous avons déjà réglé la question de savoir ce que n'est pas la philosophie. Parce que lorsque Platon nous apprend, je disais que c'est sous le mode de l'évidence, que généralement on ne désire pas ce que l'on a, mais qu'on ne peut être amoureux que de ce qu'on n'a pas. Et dire donc de la philosophie qu'elle est amour du savoir, amour de la sagesse, c'est reconnaître dès le départ que le philosophe n'est pas celui qui sait, c'est reconnaître d'emblée que le philosophe n'est pas celui qui est sage. Il n'est ni savant ni sage, il est simplement celui qui désire savoir, celui qui désire être sage, mais sans jamais, nous l'avons dit, coïncider pleinement ni avec ce savoir, ni avec cette sagesse. Et donc, qu'est-ce que n'est pas la philosophie? Elle n'est pas la possession du savoir, elle n'est pas la possession de la sagesse. Cela, vous le savez, est réglé par Socrate. Socrate, j'ai bien dit qu'on a l'habitude de vous présenter, mais comme le père fondateur, ou si vous préférez, la figure emblématique, mais de la philosophie occidentale. C'est Socrate l'un des premiers à reconnaître et à vous enseigner clairement que philosopher, c'est dès le départ commencer par reconnaître, mais sa pauvreté en matière de connaissance. Rappelez-vous le Platon du banquet. Je ne sais pas qui est philosophe, mais de toute manière, je sais qui n'est pas philosophe. Qui n'est pas philosophe, Platon, vous vous en souvenez, disait ni les dieux, ni les savants, ni les ignorants ne sont philosophes, si et seulement si, bien entendu, la philosophie n'est pas la possession, mais le mouvement par lequel on tend vers le savoir, on tend vers la sagesse, sans jamais, encore une fois, s'installer définitivement ni dans ce savoir, ni dans cette sagesse. Rappelez-vous Socrate, qui n'a jamais rien écrit, quand bien même j'ai dit, est-il présenté comme la figure emblématique de la philosophie occidentale. Rappelez-vous ce cher Socrate. Vous devez être surpris que je dise à des débutants, rappelez-vous, c'est ce même Platon, s'inspirant de Socrate, dans sa théorie de la réminiscence, qui nous apprenait qu'en réalité, apprendre n'est rien d'autre que se souvenir. Et que se souvenir de quoi? Mais des vérités que notre âme avait contemplées naguère, mais qu'elle a oubliées dès qu'elle a été logée dans son corps. Et donc c'est en s'appuyant sur cette théorie platonicienne de la réminiscence que je m'autorise souvent à vous dire, rappelez-vous, parce que ce que je suis en train de dire, sans doute que vos âmes l'avaient expérimenté dans une vie antérieure, mais logé dans le corps sur le poids des désirs, vous l'avez oublié, et nous vous rappelons donc quoi? Que cher Socrate, lorsqu'il marchait pieds nus dans les rues de Athènes, capitale de la Grèce antique, on avait l'habitude de le regarder de façon curieuse, une manière de dire de façon allusive qu'il avait une tête pleine, que c'était le monsieur dont la réputation avait franchi toutes les contrées de la Grèce antique, parce que simplement, disait-on, il avait une tête pleine à crater. Et vous vous rappelez de la belle réponse de Socrate, lorsque les gens le regardaient de façon insidieuse et curieuse, une manière détournée de lui dire, mais vous avez, c'est celui dont on nous dit qu'il a une tête remplie ou pleine à craquer, il avait toujours le même sourire, nous dit Platon, en disant très clairement que Socrate souriait en leur disant, la différence entre vous et moi, ce n'est pas que moi, Socrate, ma tête soit pleine et que à vous, vos têtes soient vides. Socrate rappelait toujours en disant, la différence, vous la savez, c'est que non seulement vous, vous ne savez pas, mais vous ne savez pas que vous ne savez pas, et non seulement vous ne savez pas que vous ne savez pas, mais vous croyez savoir. Et Socrate dit, celui qui croit fermement savoir, il s'interdit définitivement de savoir. Alors que moi, Socrate, non seulement je ne sais pas, mais au moins je sais que je ne sais pas. Et celui qui sait qu'il ne sait pas, il s'est rendu lui-même disponible pour aller à la quête du savoir, mais pour aller à la quête de la sagesse. Cela est illustré dans 1000 dialogues, dans presque tous les 35 dialogues de Platon, où Socrate est le personnage principal. La visée est de montrer que le philosophe, il n'est pas celui qui sait, mais il est simplement celui qui nous amène à prendre conscience de notre ignorance et à partir de ce moment-là, à nous rendre disponibles, comme nous avons dit, pour aller vers le savoir, pour aller vers la sagesse. Rappelez-vous quelqu'un qui s'appelle Vladimir Grégoriev. Je le cite, le philosophe n'enseigne pas car il ne sait pas. Il ne possède pas la vérité, celle-ci n'étant pas un savoir
transmissible. Fin de citation. Lorsque Vladimir Grigoriev disait « Le philosophe n'enseigne pas car il ne sait pas, il ne possède pas la vérité, celle-ci n'étant pas un savoir transmissible », c'était une manière de nous réconcilier avec cette idée socratique inaugurale selon laquelle philosopher ne peut surgir qu'à deux conditions, être ignorant, mais ensuite être conscient simplement de son ignorance. Et que comme on l'a dit avec Socrate, je dois commencer par reconnaître ma pauvreté en matière de connaissance, mais pour véritablement m'inscrire dans la perspective de la quête philosophique, toujours recommencer. Je ne sais plus c'est quel philosophe africain, c'est Martien Towa, justement, le Camerounais, disant que si la philosophie est un mouvement, c'est un mouvement qui part de l'ignorance vers le savoir, mais du savoir vers l'ignorance. Et lorsque le penseur camerounais, Martien Towa, enseignait précisément que la philosophie n'est autre qu'un mouvement par lequel on part de l'ignorance vers le savoir et du savoir vers l'ignorance, c'est une manière de montrer que la philosophie obéit plus à un questionnement permanent, elle obéit plus à une inquiétude qui commande la recherche par la pensée qu'à une installation définitive dans un savoir que l'on croit clos sur lui-même. Et cette idée, elle est importante, mes amis, parce que si l'étymologie du mot philosophie nous enseigne que le philosophe est celui qui divorce avec toute connaissance, ce que nous en retenons, c'est que donc la philosophie en tant que telle, elle n'est pas un savoir, que la philosophie doit renoncer à toute prétention encyclopédique. Ça veut dire quoi? Que n'en déplaise à Aristote, la philosophie, elle ne peut jamais se présenter comme un savoir total, mais elle ne peut alors se présenter véritablement que comme une réflexion critique, mais sur la totalité.